Depuis quelques saisons, l'Angleterre connaît un sacré bouleversement dans le haut de son tableau. Si Manchester City, Liverpool et Arsenal sont les concurrents au titre et les seules équipes capables de rivaliser entre elles au sommet du championnat, derrière eux se trouve une poignée de clubs venant petit à petit bouleverser ce fameux top 7 qui a régné pas mal de temps sur la première ligue. Réussissant une saison impressionnante, l'Aston Villa d'Unai Emery revanchard a réussi à profiter des problèmes des autres clubs pour permettre à son équipe de monter en haut au niveau des points obtenus pour profiter de cette place importante, puisqu'elle va offrir une qualification en Ligue des Champions plus que méritée aux Villains. Porté par un Watkins en feu, un Emiliano Martinez sacrément en place depuis quelques années et supervisé par un Monchi aux manettes, la montée en puissance progressive a permis de créer une surprise assez similaire à ce qu'un autre club du championnat avait fait l'année précédente. Une autre équipe dont la 4e place aura été une des plus grosses surprises, même plus grosse qu'Aston Villa cette saison, les Magpies de Newcastle. Depuis le rachat du club anglais par les Saoudiens, beaucoup de regards étaient tournés vers le club afin de voir la révolution que tout le monde s'attendait à voir. Si la mise en place de la vente avait été retardée par la crainte de certains acteurs concernant l'équité d'un championnat où le Manchester City des Émirats règne en maître, la montée en puissance du club se fera assez bizarrement. D'abord moqué puisque les premiers transferts n'étaient pas au standing attendu, petit à petit le plan mis en place a pris en relief, laissant comprendre à tous ceux qui s'y intéresseraient que tout était entre de bonnes mains. En donnant les clés du camion à Eddie Howe, un coach intéressant mais souvent limité par les finances des clubs qu'il a entraînés, la direction a montré une certaine intelligence. Puisque de l'autre côté, on peut par exemple parler de l'échec Tottenham, que ce soit avec Mourinho ou Antonio Conte, qui a sûrement influé sur leurs décisions. L'idée enseignant Eddie est claire. Newcastle veut grandir étape par étape, une croissance contrôlée afin de ne pas faire d'erreurs qui pourraient tout détruire. Un choix réfléchi, mais aussi imposé par la situation. Le club joue gros puisque bloqué dans la zone rouge et doit donc agir en conséquence, avec les contraintes, que ce soit dans l'attractivité ou dans le profil recherché. Les Magpies jouent la relégation. Quand on regarde l'effectif, on comprend vite pourquoi, mais pourtant, tu as quelques armes qui pourraient te permettre de sortir de la zone rouge. Les débuts sont donc compliqués pour Howe, mais très vite, les choses s'arrangent. D'abord grâce à la montée en puissance de certains joueurs internes, comme Almiron, mais surtout grâce au mercato hivernal. Kieran Trippier, rapatrié au pays après son passage à l'Atlético, les géants Dan Burn et Matt Target viennent renforcer une équipe qui a besoin d'aide, mais surtout, Bruno Guimaraes est signé, devenant le nouveau visage de ce Newcastle sous pavillon saoudien. Le Brésilien était une opportunité de marché et son arrivée marque un énorme coup, puisqu'en plus de montrer la puissance financière, de renforcer l'effectif à un poste clé, d'apporter une qualité technique qui manquait au milieu, il est la preuve que le projet construit est intelligent. Certains doutes sont quand même soulevés avec l'arrivée de Chris Wood pour 30 millions, mais là encore le contexte est à prendre en compte. L'investissement semble risqué, mais obligatoire sur le moment. Une décision difficile qui sera prise et qui permettra de balancer tout le positif et surtout de mettre en lumière le plus gros problème pour les investisseurs. Mais ce n'est pas encore le sujet. Avec 100 millions investis en plein hiver, à l'image des Lyonnais cette saison, l'équipe réussit à remonter au classement et aurait pu intégrer le top 10 si l'enchaînement Liverpool, City, Arsenal n'avait pas eu lieu lors des 4 dernières journées de 2021-2022. Pour sa première saison, le nouveau Newcastle montre un changement de visage prometteur et très vite, tout le monde comprend que le projet en place est à suivre. La suite, tu la connais. La direction décide de continuer à construire l'équipe progressivement et va chercher Alexander Isak pour 70 millions, un buteur suédois qui a connu l'échec à Dortmund, mais dont le niveau ne fait aucun doute. Sven Botman vient renforcer un secteur défensif vieillissant et Nick Pope est sauvé de la relégation en devenant numéro 1, puisque le prêt de Dubravka aura pris fin. Quelques changements internes ont donc lieu dans l'effectif. Bruno Guimaraes est totalement imposé dans l'équipe, Almiron est de retour, Saint-Maximin se montre toujours capable de coups d'éclat exceptionnels, et s'en suivra donc une saison qui les verra finir 4e de Première Ligue, à 4 points derrière Manchester United, mais surtout devant le Liverpool de club. Porté par son recrutement intelligent, par un coach qui petit à petit montre ses qualités de technicien, de tacticien et dans sa gestion des joueurs, renforcé par l'arrivée d'Anthony Gordon à la mi-saison, les hommes d'Eddie Howe viennent de réussir un exploit absolument inattendu. Alors que la montée en puissance était programmée pour être progressive, pour sa 2e saison de club, le coach réussit à mener son équipe à des hauteurs inespérées, tabassant à de nombreuses reprises les équipes du milieu de tableau en leur infligeant des matchs à 4 buts.
allant jusqu'à en mettre 6 chez les Spurs de Tottenham, ce qui leur ouvrira les portes de la qualification en Ligue des Champions. Très peu de personnes pouvaient s'attendre à ça. Très peu de personnes auraient pu dire qu'une équipe jouant à la relégation serait dans le top 4, mais pourtant, c'est arrivé. La stratégie porte donc ses fruits. En investissant intelligemment, le club a rapidement grandi au point d'intégrer ce fameux top 7, et quand bien même ce n'était pas prévu, tout est mis en place pour que cette expérience soit une étape de transition réussie. Encore une fois, des investissements sont mis en place à chaque ligne pour renforcer et préparer l'équipe à la prochaine saison. Tonali vient apporter un profil complémentaire à Guimarães tout en étant capable de le remplacer. Harvey Barnes et Livramento sont sauvés de la relégation et intègrent une équipe jouant à la Ligue des Champions. Et finalement, le prêt de Lewis Hall offre une alternative au géant Dan Burn au poste de latéral gauche. L'équipe en devient clairement plus forte sur le papier, plus complète, pas encore prête, ou même assez expérimentée pour être considérée comme capable de faire un énorme parcours, mais assez pour faire une première expérience plus que correcte, tout en restant dans le haut du panier en championnat. Dans le groupe de la mort, Newcastle montre quelques belles choses en effet, notamment à domicile, mais ne réussit pas à concrétiser. Seul le PSG tombera, offrant un sacré trophée en guise de première victoire en Europe, mais pas assez pour passer à l'étape suivante. Toujours capable de marquer de nombreux buts, comme lors de la victoire historique contre Brentford, avec un 8-0 qui fait sacrément mal, les hommes d'Eddie Howe montreront quand même quelques problèmes dans le secteur défensif, et cela se répercutera dans les résultats, au point que l'équipe ne réussisse pas à se qualifier en Europa League. La 7ème place fait mal, elle pourrait montrer que le club régresse, mais comme t'es pas bête, tu sais qu'en réalité, ce résultat cache pas mal de choses intéressantes à analyser. Déjà, le plus intéressant à évoquer, c'est évidemment les absences. On le sait depuis plusieurs saisons, c'est un cauchemar de blessures. Et Newcastle, on a vu une flopée tomber au combat. Sven Botman, Matt Targett, Kieran Trippier, Joe Willock, Joe Ellington, Harvey Barnes, Callum Wilson et 2 ou 3 autres ont particulièrement été absents cette saison, créant d'énormes problèmes dans la dynamique de l'équipe. L'absence de Tonali a évidemment elle aussi pesé dans la balance, et au vu de la somme investie, il est clair qu'en plus de ne pas avoir été prévue, elle est tombée au pire moment, puisqu'elle a affaibli l'équipe lorsqu'il en avait le plus besoin, et le joueur a perdu une année de carrière. Heureusement, Lewis Miley a réussi quelque peu à endiguer le mal causé par l'absence de l'Italien, avant de lui aussi intégrer l'infirmerie déjà remplie à ras bord. Des absences qui auront coûté très cher, qui auront affaibli l'équipe en championnat, qui aura privé Eddie Howe de voir le plein potentiel de son équipe au moins une fois cette saison. On le voit depuis le rachat, le club est devenu bien plus dépensier. Et si en Ligue 1, personne n'aurait rien dit, puisque soi-disant cela aurait mis en lumière le championnat, en Angleterre, les règles concernant le marché sont plus dures. Et surtout, elles sont vraiment appliquées. Si la DNCG en France est plus comparable à un videur de stade qui n'en a rien à foutre, dans le meilleur championnat du monde selon les Anglais, les finances des clubs passent devant le PSR, la réglementation en matière de bénéfices et durabilité, qui limite les dépenses afin de chercher une certaine équité. Pour contourner la règle, il suffit d'augmenter ses revenus, son centre et son partenariat avec Etihad Airways. Pour Newcastle, le boost des revenus commerciaux a évidemment aidé, mais c'est au niveau des transferts que cela coince. Quand les investisseurs saoudiens ont mis en place son nouveau board, les premières constatations ont été claires. Il n'existe quasiment aucune valeur marchande intéressante dans l'effectif. C'était un énorme problème puisque cela signifiait un plafond constant des dépenses. Depuis le début, les limites sont des contraintes qui ont bloqué par moments l'expansion de l'équipe, que ce soit les négociations pour Anthony Gordon qui se sont retrouvées perturbées, ou même pour Chris Wood par exemple, puisque la limite des dépenses et le marché saturé a forcé cette espèce de panic buy qui a tout de même eu un impact sur la suite. Quand bien même le dossier de son prêt et sa vente ont été sacrément bien gérés et ont bouché le trou créé. Le PSR surveille donc de près Newcastle, qui a pourtant de sacré chantier pour cet été, avec une défense Lascelles, Fabien Schär, Trippier vieillissante, un Miguel Almiron quasiment seul sur son côté droit et un Callum Wilson de plus en plus décevant. Des changements importants étaient attendus, mais pour qu'ils aient lieu, un sacrifice sera nécessaire, et cela avant la fin du mois de juin. La situation actuelle est très dangereuse, Newcastle a tellement investi que des risques de suspension de points sont évoqués, et si Alan Saint-Maximin avait été sacrifié l'an dernier, cette saison, le choix du martyr est plus difficile. Les concurrents sont nombreux, puisque Nick Pope n'a pas été totalement convaincant, de nombreux anciens sont sur le départ, Trippier par exemple est toujours pisté par quelques clubs intéressants, Guimarães dont la clause est expirée est toujours lié à tous les top clubs d'Europe, et Alexander Isak aurait une grosse touche du côté de Chelsea. Maintenant, comme le timing de la vente est resserré, il faut donc un joueur capable de correspondre aux besoins d'un club qui pourra rapidement lâcher les sous, ce qui élimine les anciens, dont le prix sera bas et dont les négociations seront longues. Restent donc les joueurs les plus intéressants, dont un dont je n'ai pas encore parlé, et qui pourrait répondre aux critères, un jeune qui vient d'après des Pays-Bas, franchement réussi, le jeune offensif des Magpies, Yankuba Minte.
Jeune ailier gambien de 19 ans, Yankuba a connu une ascension progressive mais fulgurante. Footballeur dans son pays, il est repéré par Odense, un club danois qui l'intègre et lui permet de découvrir le football européen très rapidement. En 2 matchs, il convainc son coach de le libérer des U19 pour directement passer avec les pros et en à peine un mois, il obtient directement son maillot et un contrat. En une seule année, il a ébloui tout le monde au point que le chef du recrutement de Newcastle fasse le forcing pour débloquer le budget lié à l'équipe première afin de le signer. Pour 7 millions, il devient un joueur de première ligue, mais avant de débuter dans son nouveau club, il est envoyé en prêt une année afin de découvrir un championnat plus dur mais parfait pour la transition avant de venir. Un choix payant puisque Yankuba devient une des attractions de Redivisé et réussit même à faire parler de lui grâce à ses actions ou bien ses performances, notamment contre une équipe de l'Ajax qui l'humiliera en finissant homme du match. Ailier de déséquilibre, il est un joueur d'1m80 insaisissable avec une pointe de vitesse impressionnante couplée à une facilité pour éliminer ses adversaires notamment par ses crochets. Un ailier de percussion gaucher avec une facilité pour casser les reins de son vis-à-vis qui a montré une vraie belle frappe qu'il a continué d'améliorer à Feyenoord, capable de beaux centres notamment second poteau. Il a une palette technique et une vraie capacité à être décisif qui avait été mis en avant et même amélioré au point de rejoindre Johan Bakayoko dans le classement des meilleurs joueurs à son poste cette saison. Sa capacité à enchaîner les efforts a été remarquable au point que son coach a eu peur que le prêt ne soit cassé dès la mi-saison. Un jeune extrêmement prometteur donc, avec pas mal de défauts, que ce soit dans la régularité, la capacité à trouver des passes intéressantes, l'aspect mental lorsqu'il fait des erreurs et la gestion de certaines phases de jeu. En termes d'émotion, il a des attributs physiques exceptionnels. Perso, il me rappelle Kudus lorsqu'il court avec cette agilité, cette explosivité, cette capacité à glisser sur le terrain et le coffre d'endurance bien rempli qu'il n'hésite pas à vider dans toutes les phases de jeu. Mais Yankuba est clairement un meilleur ailier, avec un plafond plus intéressant et surtout des pistes de travail plus que visibles, que ce soit sa première touche, sa vision, sa qualité de passe, notamment pied faible, et sa finition. En soi, il est un jeune crack à développer et tu comprends pourquoi Newcastle l'a acheté. Tout autant que tu comprends pourquoi ils veulent le vendre. Je te l'ai dit plus tôt, mais le manque de valeur marchande était un vrai problème, puisque tu n'avais pas de centre de formation vraiment performant. Il a donc fallu investir. Avec l'Australien Garang Kuhl, ils ont été les premiers investissements pensés pour régler ce problème, mais malheureusement, les problèmes financiers actuels forcent un peu le club à se séparer d'un joueur qui répond pourtant à une problématique. Sa vente ferait mal aux supporters qui ont peu de jeunes talents en qui placer leurs attentes. Elle ne serait pas illogique, puisque même s'il est prometteur, il n'a toujours aucune minute dans une équipe du top 5 européen, et ça explique pourquoi son nom est lié à autant de clubs. L'OM, l'OL, Rome, Everton et quelques autres clubs sont sur le dossier. Lui aurait aimé rester, prouver, découvrir la première ligue, mais il comprend aussi la situation et les opportunités qui lui tendent les bras. Sa vente devrait se faire autour des 30 voire 40 millions, un montant très élevé mais qui représente les besoins du club. Cela permettra une libération auprès des instances financières et c'est assez représentatif de sa valeur, puisque de mémoire, Johan Bakayoko avait été évalué dans ces eaux-là l'hiver dernier, quand quelques clubs comme le PSG étaient venus au renseignement. Le projet de Newcastle se construit donc logiquement. Cette saison, tu as connu une espèce d'échec à cause des absences, mais cela ne doit pas retarder ta progression. La vente de Yankuba représente une étape importante, mais surtout un avertissement pour la direction du club, qui va devoir de nouveau trouver un moyen de créer des valeurs marchandes intéressantes pour éviter que le problème ne repointe le bout de son nez. Dans tous les cas, Yankuba ne sera que la première vente, d'autres suivront, et ce sera intéressant de voir comment Newcastle va se renforcer pour revenir à la charge d'un top 4 qui devrait être plus disputé que jamais. Perso, j'aime beaucoup le club, et j'aime beaucoup ce qui s'y passe, donc évidemment, ça fait partie des nouvelles équipes qu'on va suivre l'an prochain.